Ok, bonjour tout le monde. Alors, Là, on rentre dans le feu de l'action avec les tracés de graphiques. Ça va permettre de consolider aussi toutes les notions parce que pour tracer les graphiques, maintenant, il va falloir prendre des limites pour calculer les asymptotes. Il va falloir aussi prendre des dérivés pour être capable de trouver les points critiques. Donc, ça va un peu réviser là, les dernières sections qu'on a faites ensemble. Donc, allons-y. Tracé de graphiques de fonctions algébriques. En fait, pour le moment, dans cette capsule-là, je vais juste faire croissance et décroissance. Je vais faire une autre capsule qui traite de trouver les extrémums relatifs. Après ça, une autre capsule pour savoir comment détecter les intervalles de concavité, les points d'inflexion. Donc, je vais faire une capsule par chacun de ces points-là. Puis finalement, une dernière capsule où est-ce qu'on met tout ça ensemble et on va faire le tracé de graphique pour de vrai. Donc aujourd'hui, en ce moment, juste croissance et décroissance. Donc on rappelle ce qu'on a déjà vu, ça va être rien de nouveau, à part que maintenant les domaines sont différents, on peut avoir des points critiques à des points où est-ce que le domaine n'existe pas, c'est la seule chose qui va être nouveau. Ça et le fait que prendre des dérivés pour calculer les valeurs critiques, c'est un peu plus compliqué maintenant. Donc intervalle de croissance et décroissance. Ici, il y a la définition formelle qui est rigoureuse. Si vous êtes capable de la lire, que ça fait du sens pour vous, tant mieux. En fait, c'est pas tant difficile. C'est juste très très pointilleux sur la façon d'expliquer. Essentiellement, une fonction est croissante à chaque fois qu'on prend 2 points. Là, je suis peut-être... le graphique est face à moi, fait que je vais le faire face à vous. Donc, le graphique s'en va par là. Vous avez une courbe de même. Vous prenez 2 points. Si à chaque fois vous avez un x2 qui est plus grand qu'un x1, il faut que le f de x2 qui est au-dessus de x1 il soit plus grand que le f qui est de x1. Donc, j'ai peut-être pas bien expliqué ça, c'est dur sans tableau, mais j'insiste pas là-dessus, il faut le comprendre intuitivement, mathématiquement, c'est un bonus. Ici, théorème croissance-décroissance, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, quand la dérivée première est positive, ça veut dire que notre fonction elle est croissante. Et quand elle est négative, notre fonction est décroissante. Donc ça, j'espère que c'est bien ancré à ce stade-ci dans votre mémoire. Pourquoi? En fait, je peux faire un petit rappel rapidement, mais en fait, la dérivée première, qu'est-ce que c'est? C'est la variation instantanée. Donc, c'est la variation, en fait, de notre fonction. Puis quand notre variation elle est positive, ça veut dire qu'on est en train de croître. Et quand on a une variation qui est négative, on est en train de décroître. Donc c'est vraiment aussi simple que ça, c'est pas de la sorcellerie. Mais ça paraît comme la sorcellerie parce que on a une fonction, a priori on connaît rien dessus, on calcule une dérivée qui peut être un peu abstraite, et là, boum, cette dérivée-là nous donne de l'information sur la fonction. Donc c'est ça toute la magie des mathématiques. Donc les étapes qu'on va faire, ça va être d'abord de trouver le domaine de f. Maintenant, ça sera plus toujours seulement R entier. Trouver les valeurs critiques de f, ça va être à partir des points où est-ce que la dérivée première s'annule. Là, il faudra faire attention au domaine de f et de f'. La raison, c'est que si on regarde la définition de valeur critique, une valeur critique, c'est un élément du domaine de f tel que f' de c est égal à 0, où f' de c n'existe pas est nommé valeur critique. Donc le deuxième cas, f' de c n'existe pas, on n'a pas eu la chance de le rencontrer encore. Ça va arriver sous peu. Donc la subtilité ici, c'est qu'il faut que c soit dans le domaine de f. Donc ça se pourrait que f' de c n'existe pas, mais que ce c-là, il soit pas dans le domaine de f. Donc à ce moment-là, c'est pas une valeur critique. Je sais pas si... en tout cas, quand on va faire des cas concrets, ça va peut-être mettre en lumière ce que je viens de dire là. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est que la dérivée, les points où est-ce qu'elle n'existe pas, c'est potentiellement des valeurs critiques, mais il faut aussi que ces points ils soient dans le domaine de f. Et c'est ça. Finalement, là, on fait un tableau de signes de la dérivée première. Si le signe est positif, c'est un intervalle croissance, ou est-ce que le signe est négatif, c'est des intervalles décroissants. On va faire un exemple.
je vais pas traiter les extrêmes-nombres relatifs dans cette capsule-ci, donc je saute ça ici, et je m'en vais directement exercice 9.1, déterminer les intervalles de croissance et décroissance des fonctions suivantes. Je vais faire les deux avec vous autres. Donc, allons-y. Donc, on a notre fonction ici que je vais réécrire. Encore une fois, là, s'il y en a qui écoutent ça sans crayon, sans papier, en fait, c'est pas la fin du monde, mais vous allez apprendre beaucoup plus vite, plus efficacement, si vous avez un crayon et un papier. Par exemple, vous pourriez peut-être même mettre la vidéo sur pause et faire ce que je suis en train de faire en ce moment. Je vois pas pourquoi vous ne seriez pas capable. Calculer la dérivée de ça, trouver le domaine de cette fonction-là, vous êtes capable. Trouver les intervalles de croissance, décroissance, vous êtes probablement capable aussi. Donc, essayez de le faire. Si vous bloquez, là, vous venez, vous remettez la vidéo. Donc, première étape, 1 ici, c'est trouver le domaine de f. Et le domaine de f, R tout entier. Vous auriez pu écrire aussi dom f est égal à R. C'est un peu plus court. Donc, pourquoi que le domaine de f c'est R tout entier? En fait, il n'y a rien ici, il n'y a pas de dénominateur. Donc, on est content. Et on n'a pas de racine paire. Donc, ici, je rappelle, là, si je peux réécrire cette expression-là d'une façon différente. S'il vous plaît. Mon Dieu. Je me suis mis des raccourcis en haut pour changer de couleur plus facilement, puis je ne comprends pas pourquoi je suis pas capable. Comme je dis, c'est ça. Là, aujourd'hui, c'est juste un... En fait, pas aujourd'hui, là, mais je suis en apprentissage. Excusez-moi. Je suis frustré envers cette situation. Changer de crayon de couleur, c'est pas aussi compliqué dans une salle de classe. Je veux du vert, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je pense que j'ai réussi. Bon, tout ce que je voulais écrire, en fait, c'est que x à la 2/3. Et j'espère que pour certains, c'est rendu clair dans leur tête. Sinon, c'est une question de temps avant que ça le devienne. Ça, on peut l'écrire comme x à la 1/3 exposant 2. À cause des lois de distribution, juste démystifier, là, si tu as x a à la b fois a à la c, ils sont multipliés, ça fait a à la b plus c. Il ne faut pas confondre avec a à la b exposant c, où est-ce que ça fait b fois c. Et là, on est dans cette situation-là ici, on a un exposant, donc c'est 2 fois 1/3, ça fait 2/3. Et je fais tout ça parce que x à la 1/3, ça s'écrit aussi comme ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on a effectivement une racine, mais c'est une racine impaire. 3, c'est impair. Donc, en fait, on peut mettre des nombres négatifs ici, il n'y a aucun problème. Et il n'y a rien d'autre à vérifier. Pour les domaines des fonctions algébriques, c'est soit un dénominateur qui s'annule, ici il n'y en a pas, soit des racines paires, on n'en a pas. Donc, le domaine, c'est R. Ça, c'est fait. Après ça, on va vouloir trouver tous les points, les valeurs critiques. Pour trouver les valeurs critiques, on va commencer par calculer la dérivée première. Je vais l'écrire comme ça. Donc, ici, c'est un petit exercice de dérivation de fonctions algébriques. On en a fait plusieurs. Là, hier, j'ai pensé à un argument pourquoi que la notation d dx était meilleure. En fait, le prime est beaucoup utilisé. Mais vous voyez ici, je dois mettre... Ça, c'est des champs de parenthèses au carré.
Et là, je veux indiquer que ça, c'est dérivé. Donc, je dois mettre une autre grosse parenthèse et mettre le prime. Tandis que si je le faisais avec le DDX, je pourrais simplement écrire ça ici. Après ça, mettre devant x à la 2 tiers moins 1 à la 2. Et ça signifie que tout ça, dans le fond, c'est la même chose, c'est la même expression en orange ici que là. Et c'est juste que les parenthèses, des fois, ça fait trop. On voit plus rien quand il y a beaucoup de parenthèses. Comme dans ce cas-ci, c'est pas, ça fait lourd un peu. Bon, c'est juste une petite publicité pour le DDX. On veut dériver ça. Ça va être la règle de chaîne. Donc, à l'intérieur de la parenthèse, j'ai x à la 2 tiers moins 1. Et dans le fond, ma fonction extérieure, c'est comme au carré. Donc, peut-être que je le fais, je l'ai réécrit une fois. Là. Je sais qu'on l'a fait plusieurs fois dériver en chaîne où est-ce que j'ai été plus vite. Je reviens ici pour le faire plus lentement si jamais il y en a qui dorment encore. Donc ça, je peux l'écrire comme ça. Je pourrais écrire avec u est égal à x à la 2 tiers moins 1. Donc, ici, il manque ma dérivée. Ici, j'ai même triché, pardonnez-moi. Il n'y a pas de 2 en avant. C'est juste u au carré. Là, je peux dériver u au carré. Ça fait 2 u. 2 avec le moins 1, ça fait 1. Je vais laisser comme ça. Fois u'. Là, je vais remplacer, qu'est-ce que je sais, c'est quoi le u? Comme ça. Oups, je pourrais même remplacer les deux. Ici, je dérive ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, c'est pas compliqué. C'est comme les dérivations de polynômes, mais les exposants sont pas toujours des entiers. Donc le 2 tiers s'en vient en avant. Je vais faire moins 1 à 2 tiers, ça va me donner moins 1 tiers. Le 1, c'est une constante, ça disparaît. Donc tout ça ici, maintenant, je peux réécrire. Je vais mettre le 4 tiers en avant. Ici, j'ai... Je vais peut-être l'écrire comme ça. 4 fois x à la 2 tiers moins 1 sur 3 fois. Ici, je vais écrire x à la 1 tiers. Donc, entre les deux dernières lignes, cette étape-là, les seules choses qui se sont passées, ça, ici, c'est une constante. En fait, c'est plein de trucs qui se multiplient. J'ai juste mis le 2 en avant. Le 3, il était déjà en bas, il est resté en bas. Et lui, il était en haut, il y avait un exposant négatif, je l'ai descendu en bas. Donc, tout ça ici, ça ne devrait pas être de la sorcellerie pour vous. Si c'est le cas, il faut mettre la vidéo sur pause, aller réviser les manipulations algébriques de base là, pour les exposants. OK. Je pense qu'on a terminé. C'est bien ça la dérivée. Donc, à ce moment-là, on observe que le domaine de f', c'est toujours important de le vérifier. En fait, c'est égal à R. Mais on ne peut pas mettre 0, parce que maintenant, si on met 0, on a un problème. On va diviser par 0. Donc, en fait, 0, c'est potentiellement une valeur critique. En fait, c'est une valeur critique. La raison, c'est que 0 est dans le domaine de f. F est défini sur toute heure. Donc, on a une valeur qui est dans le domaine de f, mais qui n'est pas dans le domaine, la dérivée, elle n'existe pas en 0.
Au final, tout ce que ça veut dire, c'est que c'est quelque chose qui se passe. Quand la dérivée est égale à 0, ça veut dire qu'on a un taux de variation nul. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. La fonction elle arrête de varier pendant une fraction de seconde. Et si sa dérivée n'existe pas, ben, ça veut aussi dire qu'il y a quelque chose qui se passe pendant une fraction de seconde. Parce que juste avant 0, la dérivée elle existe, ça veut dire que f est en train de varier. Après 0, f est en train de varier parce que sa dérivée elle existe. Dans 0, c'est comme si f n'y avait pas de variation. Pourtant, f est défini en 0. Donc, il faut aller voir qu'est-ce qui se passe. Finalement, on veut aussi savoir les valeurs où est-ce que f' s'annule. Donc, ici, il faut trouver les valeurs qui fait que ça en sorte ça soit égal à 0. Ça ne sera pas très difficile parce que je peux multiplier par 3 x à la 1 tiers de chaque côté. Ça va s'annuler de ce côté-là. Ici, je vais multiplier 0 par 3x à la 1 tiers, ça va rester 0. Et après ça, je fais la même chose avec 4. Je divise par 4 de chaque côté. Donc, je me retrouve en fait avec x à la 2 tiers moins 1 est égal à 0. Ici, je vais faire plus 1 de chaque côté. Je pense que j'ai plus besoin d'indiquer ça. J'ai cette fâcheuse habitude-là de faire des 1 comme ça des fois, faire des 1 comme ça des fois. En fait, c'est que je préfère les 1 que... Je préfère ceux-là, mais ils sont souvent plus longs à faire. Bon. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? En fait, ici, c'est un petit piège, mais ce que j'ai fait en haut, ça peut peut-être nous aider. On a quelque chose au carré au final, si vous regardez, x à la 2 tiers, c'est vraiment racine cubique d'un nombre élevé au carré. Donc, c'est quelque chose au carré. Donc, ce qu'on trouve, en fait, c'est que x est égal à plus ou moins 1. Racine cubique de 1. Je pourrais le faire en plusieurs étapes, là. Ce qu'il faudrait juste faire. Si c'est évident pour vous, tant mieux. Sinon, je vais faire, dans le fond, c'est que je prends racine carrée de chaque côté. Je vais peut-être le faire en quelques étapes. Racine carrée de 1, ça c'est égal à 1. Je vais le faire en dessous. Je vais faire quelques étapes ici, juste pour réviser un peu les exposants, vous familiariser avec ça. Ici, racine de 1, c'est 1. Et ça ici, je vais le faire juste à côté, si on me permet de changer de couleur. Je peux écrire x à la 2 tiers. Là, on va avoir plusieurs exposants empilés, là, mais j'ai x à la 2 tiers. Racine, au final, c'est que 1/2. Donc, ça, c'est égal à x 2 tiers multiplié par 1/2. Donc, c'est égal à x à la 1 tiers. Et ici, il devrait avoir une valeur absolue qui embarque en jeu parce que j'ai quelque chose au carré, j'ai pris sa racine. Donc, ici, c'est valeur absolue de 1 tiers. Et la raison, c'est la même, absolument la même que quand j'ai x, puis que je prends, non, c'est de l'autre bord. Ouais, c'est ça. Si j'ai x à la 2, et là, je mets à la 1/2, ça c'est égal à la valeur absolue. Donc,
tout ça pour dire que ici j'ai valeur absolue de x est égal à 1 et a fait valeur absolue de 1 tiers et ben, les réponses de ça c'est dans le fond quelque chose multiplié 3 fois avec lui-même qui va donner 1. Il y a juste 1 ou moins 1. En fait, multiplier 3 fois avec lui-même et valeur absolue de ce résultat-là. Donc j'espère que je n'ai pas obscurci ici le calcul. C'est supposé être un calcul évident, surtout si vous maîtrisez les préalables du cours. Donc, si on récapitule toutes les dernières étapes qu'on a eues, on a donc 3 valeurs critiques. On a trouvé 0 parce que la dérivée n'était pas définie en 0, moins 1 et 1 parce que la dérivée s'annulait. Donc là, on a fait les 2 premières étapes. On est rendu à la 3e étape, c'est le tableau de signes. Donc, il suffit de vérifier le signe, le comportement de la dérivée de chaque côté de ces points critiques-là. C'est ça qu'on voulait faire. J'ai oublié. Oui, c'est ça, on est en train de trouver les intervalles de croissance-décroissance. En fait, il faut trouver... Donc, le tableau de signes. C'est ça, pendant un instant, je me rappelais plus si on est en train de trouver des extrémums ou qu'est-ce qu'on voulait faire encore. Donc, on veut juste trouver les intervalles de croissance, décroissance. Fait que le tableau, je vais essayer de faire de mon mieux. On va avoir besoin de une case ici, moins 1, 0, 1. Ça, c'est les x. Ça, c'est f'. Et ça, c'est f. Donc, ici, on sait que ça, c'est 0. On sait qu'elle n'existe pas ici. Et on sait que ça, c'est 0. Là, ce qu'on veut faire, c'est prendre une valeur qui est plus petite que moins 1, l'insérer ici, calculer, voir le signe. Donc, je vais prendre... je vais mettre en vert parce qu'ils ne sont pas obligés d'apparaître. Vous pouvez les faire dans votre tête essentiellement. Je comprends pas pourquoi je peux pas changer de couleur. Bon. Ok. Moins 2. Ça va être plus petit. Ici, on peut prendre une demi. Moins une demi. Une demi. 2. Donc, il suffit d'insérer ça dans f' pour voir le signe. À ce stade-ci, je pense que je vous laisse utiliser une calculatrice. De toute façon, je ne serai pas là pour vérifier. Il y a souvent façon de choisir des chiffres, d'utiliser des techniques là, pour éviter des calculatrices. Mais gâtez-vous. Donc, prenez l'expression ici qu'on a calculée pour f'. C'est celle-là. Ça, c'est notre f'. Mettez moins 2 dedans. Regardez ce que ça donne. Même chose avec une demi. Moins une demi, 2. Vous devriez trouver quelque chose qui ressemble à ça. Ça, c'est négatif ici. Ici, on a quelque chose de positif, quelque chose de négatif et quelque chose de positif. C'est ce que j'ai trouvé. Donc ça, ça veut dire que notre fonction est décroissante, croissante, décroissante et croissante. Et là, si on veut écrire ça de façon
en français. Conclusion. F est croissante sur de moins 1 jusqu'à 0 et sur 2 jusqu'à l'infini. F est décroissante sur moins l'infini jusqu'à 2, ça décroît. Union, le petit intervalle ici, de 0 jusqu'à 2. Non, j'ai tout mélangé. Ça, c'est pas bon. Ici, c'est 1. Je regardais ce qui était en vert, ça attirait plus mon œil. Puis mes 1 avaient l'air des petites barres qui faisaient partie de mon tableau. Donc, ça, je pense, de moins l'infini jusqu'à moins 1, ça décroît. De 0 à 1, ça aussi décroissant. Ok, ça a plus d'allure. Là, je suis content. Et voilà, donc on a terminé le numéro 1. On va faire le deuxième. Laissez-moi voir l'énoncé ici. Donc ça c'est le B. Donc le B, on nous donne une nouvelle fonction. Il faut trouver les intervalles de croissance et de décroissance. Donc ici, la première chose qu'il faut faire, c'est trouver le domaine. Ça va être R, et la seule chose qu'on ne veut pas avoir, c'est un moins 1 au dénominateur, pour ne pas avoir 0. Donc ça c'est fait. Après ça, on veut trouver la dérivée première pour être capable de trouver les points critiques. J'essaie de voir. J'avais envie de juste vous donner la réponse, mais vu que vous n'avez pas de démonstration, je vais la faire avec vous autres. Donc, ce qu'on veut faire, c'est dériver cette fonction-là ici. On en a quand même fait plusieurs des dérivés ensemble. Je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour être capable de le faire. Ce qu'il faut faire, c'est la règle du quotient. On voit clairement ici un quotient de deux fonctions. C'est deux belles fonctions quand même faciles à dériver, donc ça devrait bien se passer. Mettez la vidéo sur pause, faites-le. Vous devriez trouver la même réponse que moi. Donc, ici, par la règle du quotient, on va avoir ce qui était au numérateur dérivé fois ce qui était au dénominateur, moins ce qui était au numérateur, on laisse tout seul, multiplié par la dérivée de ce qui était au dénominateur, et le tout sur le dénominateur au carré. Ça, c'est la règle. Ici, je vais écrire par règle du quotient. Et je vais vous écrire la règle du quotient ici. Si on avait deux fonctions une par-dessus l'autre, donc la règle c'est la première dérivée fois la deuxième, moins la première telle quelle, la deuxième dérivée sur g au carré. Éventuellement, ça va rentrer dans votre mémoire. Donc là, il reste juste à faire tous les calculs ici. La dérivée de x au carré plus 1, c'est 2x moins
x au carré plus 1. La dérivée de x plus 1, c'est simplement 1. Donc, je vais rien écrire sur le dénominateur au carré. Ici, je vais prendre cette ligne-là. Je vais simplifier ici. Donc, je distribue mon 2x à l'intérieur de la première parenthèse. Ça me fait 2x au carré plus 2x. Je vais distribuer mon moins dans la deuxième parenthèse. Ah, je réfléchis en même temps. OK. Donc, on peut faire un peu de ménage. Je pense qu'on a juste x au carré plus 2x plus 1, moins 1 sur x plus 1 au carré. Et ça, c'est la réponse finale. Ici, on pourrait tenter, là, puis c'est pas un mauvais réflexe du tout, de voir est-ce que le numérateur, on dirait quelque chose qui peut se factoriser là, avec la méthode des carrés. Ici, j'ai déjà joué un peu avec, je sais que ça se fait pas. La raison, c'est qu'il faudrait trouver deux nombres qui additionnés ensemble donnent 2, ça se fait bien. Mais il faut aussi que ces deux nombres-là multipliés ensemble donnent moins 1. Les seules choses que tu peux multiplier ensemble pour donner moins 1, c'est 1 et moins 1. Il n'y a pas d'autres options. Et 1 plus moins 1, ça fait 0, ça ne nous donnera pas 2. Donc, si vous n'êtes pas convaincu, encore une fois, je vous encourage à juste jouer un peu avec, vous arranger. L'idée, c'est que si on avait pu avoir quelque chose de la forme x plus 1 fois un autre truc, on aurait peut-être pu simplifier davantage. Donc, c'est pas un mauvais réflexe d'examiner ça. Mais c'est pas le cas, malheureusement. Donc, ici, je vais utiliser ma même phrase. On observe que le domaine de f', en fait, c'est égal à R. Si on met moins 1, on va avoir 0 au dénominateur. Et je pense que c'est la seule chose qui peut se passer qu'on n'est pas content. Au numérateur, il n'y a pas de racine. Il n'y a rien qui se passe de problématique. Et au dénominateur, il n'y a pas d'autre valeur. Ici, je vais écrire un petit commentaire. Or, moins 1, il n'est pas dans le domaine de f. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, mais f, c'est cette fonction-là ici, x au carré plus 1 sur x plus 1. On avait trouvé son domaine. Donc, en fait, moins 1 n'est pas dans le domaine de la dérivée, mais il n'est pas dans le domaine de f non plus. Ça veut dire que c'est pas considéré comme une valeur critique. Contrairement au numéro précédent qu'on avait fait, le 0 était... la dérivée n'existait pas en 0, et 0 faisait partie du domaine de f. Donc, moins 1, pas valeur critique. Ici, on veut trouver les points où est-ce que la dérivée s'annule. Comme on fait à chaque fois, le dénominateur, je peux l'envoyer de l'autre côté en multipliant de chaque côté par x plus 1 au carré. Donc, je me retrouve simplement avec une expression de la forme x au carré plus 2x moins 1 est égal à 0. Je cherche les racines de ça. Ici, par l'argument que j'ai donné en haut, j'arriverai pas à l'écrire de la forme x moins quelque chose, x, fait x plus quelque chose, x plus quelque chose. Donc ça marche pas. Vous pouvez l'essayer, mais la raison c'est ça, c'est à cause du moins 1.
à ce moment-là, on va utiliser la formule quadratique. Donc là, je sais qu'il y en a qui vont être contents. Depuis le début de la session, plusieurs personnes vont utiliser la formule quadratique. Puis à chaque fois, on s'en sort toujours juste avec la factorisation. Donc là, on passe à la formule quadratique. On utilise la formule quadratique pour trouver le 0 de x au carré plus 2x moins 1. Ici, avant même de tout faire la formule, calculons le discriminant. Donc, en fait, le discriminant, ce que c'est, je vous fais un petit rappel de formule. La formule, ça nous dit moins b plus ou moins la racine du discriminant sur 2a. Ça, c'est la formule condensée. Et ça ici, c'est le fameux b carré moins 4ac. Donc, en fait, c'est si le discriminant est positif de deux solutions réelles, si le discriminant est égal à 0 de une solution réelle, je ne l'écrirai pas, et s'il est négatif, de aucune solution. Donc, le discriminant c'est b carré. En fait, je vais y aller directement. B, c'est 4 au carré. C'est 4 moins 4 fois A, c'est 1 fois moins 1. Donc, c'est égal à 8. C'est bien ça. En fait, la raison pourquoi je calcule le discriminant d'abord, c'est que dans certains cas, si le discriminant est négatif, tu n'as aucune solution, tu peux tout de suite arrêter les calculs. Et c'est plus simple de juste calculer le discriminant. Donc, moins b, c'est moins 2, plus ou moins racine de 8 sur 2. Et là, ici, il y a des petites simplifications qui sont possibles. Déjà, ici, on a moins 1, plus ou moins. Je vais peut-être prendre une étape supplémentaire. Je vais laisser le moins 2 pour tout de suite. Ici, je veux... Ouais, c'est ça. C'est juste une réécriture. Je pourrais laisser le discriminant tel que je viens de le trouver. Mais ça, c'est racine de, si vous voulez, 4 fois 2. La racine se distribue sur la multiplication. Je peux l'écrire comme ça. Racine de 4, je connais la réponse. Donc, en fait, tout ça, c'était pour faire apparaître un 2. Donc, ça, c'est 2 fois racine de 2 sur 2. Et là, il y a des trucs qui vont simplifier. Donc, moins 1 plus ou moins racine de 2. On a trouvé nos solutions. On a donc deux valeurs critiques. Soit on a trouvé moins 1 moins racine de 2 et moins 1 plus racine de 2.
on peut procéder au tableau des signes. Donc, moins 1 moins racine de 2. Moins 1 plus racine de 2. Ça c'est mes x. Mes f', mon f. Ici, j'ai des zéros. Donc là, j'insère les valeurs là-dedans. Je vais vous le dire lesquels que j'ai pris pour avoir des beaux chiffres. Je pense ici j'avais inséré moins 4. Ici j'ai mis moins 2. Ici j'ai pris 2. En fait, même ici, on peut prendre 0. Ouais. Je m'assurais que je dis pas de bêtises. Ici, j'ai trouvé plus. Donc ça, vous êtes capable de le faire. Vous avez même le droit à votre calculatrice. Ici, j'ai trouvé plus. Donc on a quelque chose de croissant, quelque chose de décroissant et finalement quelque chose de croissant. Donc f est croissante sur moins l'infini jusqu'à moins 1 moins racine de 2. Union moins 1 plus racine de 2 jusqu'à l'infini. Dans le fond, entre les deux racines, on a quelque chose de décroissant. Ok, donc ça conclut. Et juste pour bien faire les choses, je vais vous remontrer encore les outils qu'on a à notre disposition. Donc si vous aviez par exemple à faire ces exercices-là tout seul, qu'est-ce que vous avez le droit de faire? En fait, ils sont déjà ouverts ici. Donc, Desma, si on revient même à la première fonction, x exposant 2 tiers. Donc là, pour faire ça, ça vaut la peine s'il y en a qui n'ont pas encore compris. J'ai pesé sur x, ça va. Ici, pour moi, c'est accent circonflexe. Quand je pèse ça, il n'y a rien qui se passe, mais mon ordinateur se prépare à mettre quelque chose en accent circonflexe. Après ça, je fais 2 backslash 3. Et là, j'utilise les curseurs, les flèches gauche-droite pour me déplacer comme ça. Puis mon but, c'est de sortir de... Si je monte par en haut, tu vois, là, j'écris en exposant. Je veux pas écrire en exposant. Je veux écrire à côté ici. Moins 1. Là, je peux surligner tout ça. Je mets Shift, parenthèse. Ben, en fait, je fais une parenthèse. Encore exposant. Le tout à la 2. Donc ça, c'était la première fonction qu'on avait ici. Et je peux peut-être mettre sa dérivée. En fait, non, je vais mettre sa dérivée. Là, on va aller dans le logiciel pour calculer les dérivées. Si je reviens sur ce qu'on avait trouvé, on avait trouvé que de moins l'infini, on peut aller voir rapidement. F est croissante entre moins 1, 0 et de 1 jusqu'à l'infini. On va aller voir si notre réponse fait du sens. J'espère que oui. Moins 1, ça doit être ça ici. Et 0. Donc de là à là. Et finalement de 1
jusqu'à l'infini, ça fait effectivement du sens. Donc, elle est décroissante de moins l'infini jusqu'à 1. Elle est décroissante, en fait, de 0 et 1. Donc, c'est ça, c'est quand même un graphique qui est assez cool. On n'avait pas ces formes-là avec, on dirait presque une parabole, mais avec un petit hiccupé. Bon. Si vous vouliez calculer, mettons, vous faites ces calculs-là, par exemple dans votre devoir, et que vous voulez vous assurer que vous n'avez pas fait d'erreur, vous rentrez ici. Là, je suis dans Symbolab. Donc, je vous montre encore, là, si vous écrivez Derivative Calculator. Peut-être qu'il y en a en français, je n'ai pas vérifié. Je clique ici, moi je suis... il y a Symbolab, tu vois, il y en a vraiment plusieurs. Donc, je suis ici. Les autres, ils ont la notation DDX. Et là, j'écris en fait la même chose que tantôt. X exposant 2 tiers moins 1. Le tout exposant 2. Et je lui demande de dériver. Il nous trouve 4x à la 2 tiers moins 1 sur 3x à la 1 tiers. C'est exactement ce qu'on avait trouvé. Je viens de vérifier sur mon papier ici à côté. Et même, en fait, il dit toutes les étapes. Appliquer la règle de chaîne. Et il fait même avec les U comme on a fait. Ouais, c'est parfait. Fait que ici, ça, c'est quand même un bon guide. J'avoue que c'est pas toujours évident. Si vous cliquez sur Show Step, il vous donne même encore d'autres sous-étapes. C'est pas toujours évident de se retrouver là-dedans. Donc, il faut quand même être à l'aise, il faut être bon. Mais si vous avez fait vos calculs, si vous comprenez moindrement ce qui se passe, vous avez juste besoin de quelqu'un qui vienne confirmer, là. Ou si vous avez juste fait une erreur de calcul bête, ça peut vous redresser, là. Vous allez être capable de repérer votre erreur de calcul. Donc, je l'encourage. Et mieux encore, je ne l'avais pas affiché la dernière fois. Regardez ici le graphique. Donc, ça, c'est le graphique de la dérivée. Et on avait trouvé que la dérivée n'existait pas en 0. Donc, excusez-moi, ça me fait rire. J'ai magasiné des webcams, puis là, on m'achale encore. Je voulais des webcams pour vous donner un cours. Finalement, j'ai opté pour la tablette graphique, puis là, j'ai la petite webcam qui est sur mon ordinateur. Bon, donc en 0, on avait que la dérivée n'existait pas. Donc, c'est ce qu'on voit ici, c'est pas défini en 0. Et on voit que nos intervalles de croissance de moins l'infini jusqu'à, ça doit être en fait 1, c'est ça, exactement 1, ça passe par 1, c'est positif. Ouais, c'est exactement ça. Donc vous pouvez même trouver, si vous avez des graphiques à tracer à la maison, là, vous rentrez ici, il calcule votre dérivée première pour vous, puis à l'aide du graphe de la dérivée première, vous pouvez trouver où est-ce qu'elle est positive, les intervalles où est-ce qu'elle est négative. Ici, elle est clairement croissante, négatif jusqu'à moins 1, de 0 à moins 1, etc. Donc, vous avez vraiment toute l'information là ici qui est donnée pour vous rapidement. Peut-être View Larger. Il vous rouvre dans un autre logiciel. Donc, c'est ça. Donc, c'est des bons outils à avoir. Puis au final, moi je considère vraiment pas c'est comme tricher. Il y en a qui pourraient dire là il faut faire les calculs à la main. Au contraire, non, on est rendu en 2020. Utiliser les logiciels graphiques puis de calculateurs de dérivés, c'est ce qui se passe dans l'industrie. Même les mathématiciens ont des super laboratoires avec des ordinateurs pour leur aider à faire les calculs. En fait, ce que vous voulez faire, c'est réfléchir, utiliser votre cerveau. Tout ce que l'ordinateur peut faire, en fait, on relègue la tâche à l'ordinateur. Donc, là, on vous fait faire des dérivés dans ce cours-ci. Ultimement, ce qu'on veut que vous soyez capable de faire, c'est d'utiliser ces dérivés-là, d'interpréter les résultats pour être capable de faire des prédictions économiques, de faire des robots, de faire des jeux vidéo. Donc, l'important, c'est pas de faire des dérivés monstrueusement compliqués sans faire de faute de calcul. C'est d'être capable de faire ces calculs-là par un ordinateur et d'utiliser ces résultats-là pour faire des choses. C'est ça qui est l'important.
Et voilà, je pense que je vais arrêter la capsule vidéo là-dessus. Et on va se revoir. En fait, ici, c'est 2 exercices sur les extrémums relatifs. Donc, on se revoit sur extrémum relatif. Super. Alors, lâchez pas, continuez de travailler fort, c'est le sprint final.